C'est ce soir, 31 octobre 1913, que je commence ce cahier, moi, Louise Mina Fischer, petite fille de 17 ans. 17 ans? J'ai le pressentiment que c'est avec lui que je me marierai, et plus tard je serai contente de relire ces pages. Nous les relirons peut-être même tous les deux ensemble. En revenant de Melun, j'étais à côté de lui. Il me semblait qu'il serait doux d'être protégé par lui. À Rumilly cet été, René m'a embrassée dans le petit passage qui mène à la remise. L'escouade est une petite famille d'où l'officier et le simple sergent lui-même sont exclus. Et un officier qui voudra tenter de décrire, comme moi, cette vie étrange de la tranchée n'aura jamais connu le véritable esprit du soldat ni son ultime pensée. Le planton personnel du colonel, sachant que j'écrivais, m'apportait de précieux renseignements qu'ignoraient même les officiers supérieurs. Il y a des gens qu'on a connus bien portants et qu'on voit un jour changer complètement. Ils sont pas malades, ils n'ont rien de cassé. C'est l'amour qui les a touchés. Un jour vous les rencontrez donnant le bras à un tout petit bout de femme grand comme ça. Le lendemain ils vous disent eh ben tu m'as plu, assez fou, je ne mange plus, je ne dors plus. Ah, l'amour c'est une bonne chose, car ça vous cause bien de l'agrément. Ça vous fait perdre la tête, on devient bête, c'est vraiment charmant. Ah, qu'est-ce que ça nous fait faire, l'amour, l'amour. Ah, c'est extraordinaire, l'amour, l'amour. 1er août 1914. La mobilisation générale est décrétée à la même heure dans l'après-midi en France et en Allemagne. L'Italie reste neutre. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Papa! Triste journée que celle-là. Je vivrai 1000 ans, que je n'oublierai pas les moindres souvenirs, les plus petits détails. Ma femme, mon plus jeune fils de 6 ans. Le clairon sonne le rassemblement. L'appel. Je les presse sur mon cœur. Papa? Je pars. 26e compagnie, 67e régiment d'infanterie, Soissons. Telle est mon adresse. On pouvait pas traverser la ville comme des femmelettes? On fit donc tous assez bonne contenance. Tu viens d'avoir 20 ans, et c'est là d'où la France t'appelle. Embrasse tes parents, car il faut la quitter pour elle. En avant, mon petit gars, c'est la vie. Va-t'en gaiement au régiment, et redis en chemin ce refrain. Allons enfants de la patrie, faisons résonner le pavé. Jour d'espérance est arrivé, et quand tu reviendras, tu pourras voir ton père et ta mère qui te tendront les bras sur le seuil de leur chaumière. Et voilà, ils arrivent. Bravo, bravo. Et chantez, braves cœurs, tous en chœur, allons enfants de la patrie, le pays nous l'avons sauvé, le jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire est arrivé. Nous partons sur la ligne. Je griffonne en garde devant les trains qui nous emportent vers une destination inconnue. Souviens-toi que si les lettres n'arrivaient que rarement, celles qui me parviendront ne me feront que plus de plaisir. Je t'écrirai encore, mais peut-être cela sera-t-il arrêté en chemin. Sois certaine que j'ai bon courage, et si je ne reviens pas, il n'y aura rien à regretter, j'aurai fait mon devoir. Je t'embrasse, amitié à tous, René Tronquoy.
19 septembre. Mon cher René, nous partons après-demain matin en auto avec une équipe volante de la Croix-Rouge pour le front. Je suis bien contente de pouvoir enfin faire quelque chose. C'était tellement horripilant de rester à Paris et n'être qu'un poids inutile. Aucune nouvelle de tante Aline, et sommes inquiets d'elle. Pas encore de blessés dans nos amis. Il faut que toutes les énergies humaines de la France se lèvent pour la défendre. Et ceux qui ne le font pas sont des lâches, indignes de porter le nom de Français. Je vais tâcher de secourir le plus possible de nos pauvres petits soldats qui donnent si allègrement et si courageusement leur vie à leur pays. Nous avons tout ce qui est bon et beau de notre côté. Les Boches ont tout ce qu'il y a de lâche, de vilain et de sale. Nous vaincrons. Parents et frères t'envoient amitié. Salut et vive la France. Mimi. L'arrivée des premiers blessés, quel enthousiasme! Des notables, des hauts fonctionnaires s'improvisèrent porteurs à la vue du premier brancard. Ce fut du délire. La foule applaudissait, pleurait, poussait, trépignait. Vous les voir de plus près. Oh, je vous envie. Je voudrais tant être avec vous. Je voudrais tant partir, prendre un fusil et abattre moi-même quelques-uns de ces... Je ne puis pas écrire le mot que je pense et qui est le seul qui s'applique justement à ces bandits. Car je suis une jeune fille bien élevée. Ah, quel poids d'être une jeune fille bien élevée. En ce moment, on devrait pouvoir dire vraiment ce qu'on pense. Quoi qu'il arrive, pendant que tu feras ton grand devoir de soldat, tu sauras que ta petite cousine fera elle aussi son petit devoir de française, parce qu'elle ne peut pas faire plus, mais qu'elle le fera de tout son cœur. Enfin, je vais rentrer dans l'active. Ah, j'oubliais. Un détail amusant. Nous avons au cou, tout comme les militaires, une plaque d'identité avec notre nom et notre adresse pour le cas où un pruneau viendrait nous caresser la peau. Plus un bidon, un quart, une musette, une paire de souliers énormes comme les souliers des soldats et des guêtres pour marcher sans crainte dans la boue. Et enfin, une bonne couverture pour nous rouler par terre. Tu vois que nous ne sommes pas à plaindre. Ah, j'oubliais. Le bagage le plus important. Le petit drapeau que j'avais planté sur les remparts de Metz il y a 2 ans. Et que je replanterai si nous entrons en Lorraine. Tâche de ne pas t'exposer, je t'en prie, mon cher René. Mais surtout, serre bien la France. Ton père et toi me recommandaient de ne pas m'exposer. Sois tranquille. J'ai là-dessus des principes bien fermes. Il faut exécuter jusqu'au bout les ordres donnés, tout en sachant prendre la responsabilité des modifications que l'on juge utiles. Il faut, dans les circonstances difficiles, donner l'exemple, et au besoin s'exposer pour entraîner ses hommes. Mais il est profondément stupide de le faire inutilement, et j'admire, sans l'approuver, un camarade qui s'est fait tuer l'autre jour en allant dans ses tranchées à l'avant-poste, alors qu'il n'avait rien à y faire, même pas un plan. Toutes nos félicitations pour ton galon de capitaine, ou tout du moins pour ton commandement de capitaine. T'ai-je dit que dans notre équipe, papa était automobiliste brancardier, les 2 garçons brancardiers, maman et moi infirmières et brancardières à l'occasion. Ce qui sera bon, c'est de rester ainsi, tous ensemble, de ne pas se séparer. Tous ici t'envoient amitié. Je t'embrasse, mon grand cousin, si brave, ta petite cousine qui t'aime. J'applaudis vivement à votre généreuse initiative, mais j'ai bien peur que vous ne rencontriez de bien grosses difficultés. Enfin, essayez toujours, si peu que vous puissiez faire. Ce sera toujours un soulagement pour ceux qui souffrent, donc ce sera bien. Je ne suis pas mal, bien qu'un peu fatiguée, mais j'ai toujours confiance et bon courage. Il faut réussir, et on réussira, quelque peine que l'on ait à avoir la victoire définitive. En tout cas, tu peux être tranquille. La mort m'a déjà bien souvent frôlé et bien près, et ma conscience ne me reproche rien. Je puis même te dire que je n'ai eu un peu peur qu'une fois, car je me suis vue démolie sottement. C'est une histoire presque comique que je te raconterai une autre fois, et qui a abouti à me faire saisir 3 pauvres diables que j'ai fait prisonniers. Mon cher René, je viens de recevoir ta gentille carte du 4 octobre. J'ai été bien contente, car depuis au moins 15 jours qu'on était sans nouvelles de toi, on commençait un peu à s'inquiéter, tu sais.
Quand tu auras un peu de temps, tu me feras un très grand plaisir en me racontant comment tu as fait 3 boches prisonniers. L'histoire, la voici. Je marchais en tête de ma compagnie, disposée comme il convenait, quand brusquement, je vois derrière un buisson 3 casques à pointe surgir. Le temps de me rendre compte de ce qui se passait, et j'épaulai le fusil dont je m'étais servi quelques instants auparavant pour tirer. Il n'était même pas chargé. Et le temps que les quelques soldats de ma compagnie accourent, j'aurais dû être abattu de 3 balles ou de 3 coups de baïonnette. La Providence a voulu que sur ces 3 Allemands, l'un était blessé au pied et les 2 autres, peu courageux, se rendant compte sans doute que s'ils me tuaient, ils le seraient à leur tour, ils ont lâché leurs armes, levé les bras au ciel et se sont mis à genoux. Je n'ai eu qu'à les remettre à mes hommes, regrettant seulement que l'urgence ne me permit pas de prendre le temps de panser le blessé. Je vais maintenant te raconter ce que nous avons fait. Nous avons vu les champs de bataille de la Marne. Les lignes de tranchées, des levées de terre, des boursouflures, des coupures, tout ça vague et imprécis. Entre Lompont et Soissons, nous voyons des masses de fumée blanche après chaque coup de canon. C'est l'éclatement des obus. C'est à Noyelles, où j'ai entendu pour la première fois le bruit du canon du front. Revenu à Villers-Cotterêts, nous portons 60 chemises, 20 gilets de flanelle, 50 mouchoirs, des draps, des tricots, chaussettes, objets de pansement, pharmacie à l'ambulance de cette ville. Là, nous apprenons qu'il ne nous sera pas possible de rejoindre Verdun, la région étant occupée par l'ennemi. Nous regagnons donc Paris en attendant des nouvelles. Enfin, nous sommes toujours occupés, c'est l'essentiel. C'est si énervant de se croiser les bras en ce moment. Voici quelques nouvelles. Gabriel et André soignent les blessés français et allemands à Avesnes. Elles ont, paraît-il, soigné un de tes amis. Toujours aucune nouvelle de Tantaline, et c'est terriblement angoissant. V'là près d'une année que dans les tranchées, nos petits soldats, loin de tout le monde, sont là-bas. Seuls dans la bataille, ils bravent la mitraille. Ils ne pensent plus à rien qu'à tirer sur ces salauds prussiens. Mais quand ils sont corpos et qu'ils n'ont plus de flingots, couchés sur le dos, à nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, une femme. Qu'est-ce qui leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme, une femme. Au milieu de la sale gueule des Allemands, ils aimeraient bien mieux certainement. Une femme, qu'elle soit grande ou petite ma foi, ça fait rien, pourvu que ce soit une femme, une femme. Te souviens-tu, il y a juste un an, la belle promenade en auto? Comme cela change les choses en une année. Maintenant, on ne pourrait plus aller d'Avesnes à Rumilly dans la petite auto verte. On ne peut même plus se voir. On est moins heureux que l'année dernière, c'est vrai. Mais on est plus fiers. Et on se sent grandi, n'est-ce pas? Tu sais que je m'étais mise à aimer l'automne. Et voilà que je ne puis même pas voir les feuilles tomber. L'année prochaine, quand la guerre sera finie, nous tâcherons d'aller voir l'automne en Alsace. Tu dois te demander pourquoi je t'écris cela. Il y a en ce moment d'autres choses à penser, et puis, je ne sais pas, mais j'ai pensé que cela te ferait plaisir que je te le rappelle, si tu ne l'as pas complètement oublié. En ma qualité de caporal de jour, j'assistais souvent à ces visites où l'on pouvait entendre des propos de ce genre. Vous dites que vous souffrez du cœur, qui bat trop fort? C'est lorsqu'il ne vous battra plus que ça ira mal. Allez, non reconnu. Et vous? C'est l'appétit qui va pas. Vous voudriez une purge? Allez, rien ne vaut mieux pour donner l'appétit que l'air de la tranchée. La promenade de la Toussaint de l'an passé. Peux-tu croire que je l'ai oubliée? Aurais-je jamais cru qu'un an plus tard,
tout notre cher pays sera à la merci de ces sauvages, et que moi-même, au lieu de rouler avec toi par ce beau début de nuit, je serai ici, isolée de tout ce que j'aime, dans ma petite cabane humide. C'est bien mal écrit. Peux-tu me lire? Ah, inconsistance de l'enthousiasme, de l'engouement des foules. 8 jours à peine après l'arrivée du premier train de blessés, c'était déjà l'indifférence. Le cœur était blasé. Plus personne. Pas un curieux. Pas un badaud pour assister à l'arrivée des blessés qui étaient toujours plus nombreux et qui restaient parfois en panne, ne sachant où les envoyer. Comme un sommeil que charmait ton image, je rêvais d'un bonheur, ardent mirage. Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore, tu rayonnais comme un ciel éclairé par l'aurore. Tu m'appelais et je quittais la terre pour m'enfuir avec toi vers la lumière. Les cieux pour nous étendaient leurs nues, splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues. Hélas, hélas, Et toi, mon René, triste que fais-tu? Comment vas-tu? Je pense tout le temps à toi dans la journée et le soir, surtout quand la nuit est fraîche. Les nouvelles sont meilleures, nous allons peut-être enfin partir. Dieu le veuille. reviens. Si jamais on se rencontrait là-bas au milieu des coups de canon et du danger, quel bonheur ce serait, hein? Enfin, pourvu qu'on gagne, toutes mes souffrances morales seront oubliées. Je t'embrasse, mon grand cousin soldat de tout mon cœur. Ta petite cousine qui pense à toi et qui est fière de toi. Je joins à ma lettre une photo faite à l'ambulance avec ceux de mes malades assez valides pour descendre dans la cour. Je t'annonce que je suis de beaucoup la plus jeune infirmière de l'ambulance. Mais je suis tout de même arrivée à entrer, c'est l'essentiel. 25 octobre 1914. 25 octobre 1914. Excuse mon griffonnage, je t'écris dans les bois sur mes genoux avec un stylographe robuste mais grossier. Je profite d'une journée de liberté. Ayant veillé la nuit dernière, j'ai droit à ma journée pour dormir. Avec de l'encre allongée d'eau plusieurs fois. Pour te répondre. Ce matin, il y a eu un petit combat pour essayer, sans succès, d'enlever les tranchées ennemies. Jusqu'à présent, je reçois assez régulièrement tes cartes qui mettent en moyenne 8 jours à me parvenir. Je n'étais pas en avant. Et toi? Je vais bien. Au bout de combien de temps reçois-tu les miennes? À quand la victoire Les lettres définitive? t'arrivent-elles mieux que les cartes? Amitié à tous. As-tu Tu as reçu bien les lettres raison, que je je t'ai soignais les envoyées? blessés avec ta mère, Toujours mais pas de d'après nouvelles sa de lettre, Tantaline. je crains que vous Pourvu ne qu'on vous ait bientôt la fatiguiez victoire. trop toutes deux. Bonne chance et vive la France. À la nuit, on quitta Annequin, comme des malfaiteurs qui vont faire un mauvais coup. Nous suivîmes la ligne de chemin de fer. On ne pouvait faire 4 pas sans trébucher, se heurter, s'accrocher à des morceaux de rails brisés, des poteaux télégraphiques renversés, et pas un bout de lune. Après 2 heures de marche, haletant de sueur, écorchés, égratignés, contusionnés, on nous arrêta et on s'installa dans une ancienne tranchée allemande. Nous devions y attendre le jour. Pour faire environ 3 kilomètres, on nous avait fait partir 14 heures à l'avance et en plein hiver. La longue lettre, si pleine de détails. Je viens de changer mon stylographe contre une plume. M'a causé un extrême plaisir. Je l'ai lu et relu plus de 10 fois. Et tout à l'heure, la relisant à cheval, j'ai failli me jeter dans un trou d'obus par distraction. Mais il est quelque chose qui me fait encore plus de plaisir que la lettre. C'est la petite photographie. Tu es bien ressemblante et je suis bien certain de la regarder souvent. Elle ira habiter mon liseur de cartes que je ne quitte jamais. Nous ne faisons rien de bien brillant. Je crois que nous sommes gouvernés par une bande de cons. Ah,
connais d'ailleurs tout ici. Officier, forestier, entrepreneur de charpente et de maçonnerie, ingénieur de voirie, topographe. Au besoin même, procureur au conseil de guerre, comme cela m'est arrivé 2 fois. Et chimiste, comme hier, où j'ai été chargée d'analyser les eaux et de construire des bassins filtrants. La typhoïde vient, et l'entérite dont souffrent tant de nous lui ouvre la porte. Telles sont nos occupations. En attendant le jour où on donnera l'assaut, mais ce jour-là, quelle tuerie ce sera. Prie pour moi, ma petite cousine bien chère. Si j'écris fin, c'est que le papier est rare, on ne peut en porter beaucoup sur soi, la pluie l'abîme, et tout se consomme à faire des rapports. Pour le mimétisme, nous l'appliquons par ordre. Il y a longtemps qu'on nous a fait prendre la capote de troupe. Il y a 3 semaines, on nous a fait enlever les galons de nos manches, puis cela a été le tour de ceux de nos képis. Aujourd'hui, c'est l'ordre de laisser nos sabres sur nos chevaux et de prendre au combat un fusil. Une autre fois, je te raconterai quelque histoire curieuse, triste ou comique de la guerre. Pour aujourd'hui, toutes mes amitiés à tous, et je t'embrasse en te remerciant encore. René Tronquoy. On avait inventé ceci. Le colonel ne marchait qu'avec son bataillon de réserve. Le commandant avec sa compagnie de réserve. Le capitaine avec sa section de soutien. Le chef de section avec son escouade de repos. Il n'y avait que le caporal qui était obligé de marcher en tête de son escouade. Ce jour-là, je n'étais que caporal en second. De la tranchée, une voix rude nous lança cette menace. « Faites passer à l'adjudant-colonel que si sa section n'avance pas, on va lui tirer dessus !» Nous fîmes quelques rampements de plus. Mais tous ceux qui quittèrent le talus furent aussitôt foudroyés, criblés de balles. Le caporal en premier était un jeune Toulousain de l'active, il eut un bras fracassé. De caporal en second, je devenais caporal en premier, mais où était mon escouade ? Un seul de ceux qui en faisaient partie était allongé derrière moi, sa tête entre mes jambes. Je t'écris cette lettre un peu à l'avance, afin que tu la reçoives pour le 12 novembre. Quelle fête extraordinaire tu vas avoir, mon pauvre René, avec accompagnement de coups de canon et de sifflements de balles. Les brutes qui commandaient cet assaut parurent enfin comprendre que n'ayant pas l'épiderme d'un hippopotame, il nous était impossible d'avancer sous une grêle de balles. Tu sais, je suis bien inquiète de te savoir au feu, mais malgré tout, j'aime mieux, bien mieux cela, plutôt que de penser que tu es dans un dépôt ou à l'arrière. Les 2 jours de repos furent vite passés. Et le 12 novembre, à 6h du soir, en route pour les tranchées. Hier soir, dimanche, ton frère Marcel et Suze sont venus dîner et nous avons parlé de toi. Marcel a laissé pousser sa barbe en fleuve. Il est affreux, je ne le reconnaissais plus ainsi. Il m'a dit que c'était pour te ressembler car tu devais avoir en ce moment la même. J'ai répondu à Marcel que j'espérais bien que non, ne voulant pas me représenter toi si laid que cela. Réponds-moi vite pour me dire si tu as une barbe de fleurs. Si oui, je t'enverrai une paire de ciseaux pour la couper. J'attends donc ta réponse avec impatience. Revenons à des choses plus sérieuses. Il a été confirmé que tante Aline a dormi le 29 à Roquigny et se dirigeait vers Laon ensuite. Là, la trace se perd. Je t'envoie quelques feuilles de papier pelure puisque tu en as besoin, car cela tient peu de place et pèse moins lourd que l'autre papier. Beaucoup de mes danseurs de l'année dernière sont au feu. Je crois que cette année, en fait de danse, on se contentera d'en donner une fameuse aux boches. Excuse mon affreux griffonnage, mais je profite toujours de la nuit pour écrire et j'ai bien sommeil. Je vais aller prendre un peu de repos. Pour ta fête, je te souhaite la seule chose qu'on puisse souhaiter en ce moment, que tu puisses rendre beaucoup de services à ton pays et que nous ayons bientôt une belle victoire. Je t'embrasse bien fort, mon René, et je prie ton saint patron de te protéger. Ta Nina. 23 novembre 1914. « 23 novembre 1914. J'ai été bien touché et je l'avoue bien content que tu aies pensé à ma fête. Et ta lettre m'a fait un plaisir extrême. Je n'ai pas une barbe de fleuve, mais je suis plus barbu que de coutume sur les joues.
Je ne puis guère faire autrement, et d'ailleurs, il ne faut pas avoir l'air d'un grand galopin pour commander à de vieux sous-officiers. Il fait nuit, et c'est sur la planche pendue à 2 fils de fer qui sert ici de table que je t'écris. C'est une très belle cabane que j'habite aujourd'hui, et c'est moi-même qui l'ai fait construire il y a 1 mois alors que nous occupions ce secteur. Mon existence ici n'est nullement fatigante. En août et septembre, j'ai connu les longues marches, les privations. Je suis restée plus d'1 mois sans savoir ce que c'est que dormir sous un toit ou pouvoir me déchausser, et se débarbouiller 1 fois par semaine était un désir que l'on ne pouvait pas toujours satisfaire. Maintenant, au contraire, après 4 jours de tranchée, on a en moyenne 2 jours de cantonnement, et c'est alors le repos, souvent un lit, et en tout cas l'oubli partiel de la présence de l'ennemi. Ici, c'est la vie de garnison. Sur la ligne même, on a tellement pris l'habitude de ce genre de vie que l'on va inspecter ces tranchées sans équipement, sans armes, pour moi sans képi. Il y a même des points sur la ligne où la situation devient comique. Là où j'ai pris le service plusieurs fois, on était à 80 mètres des tranchées allemandes vers lesquelles nous menions une sape. Chenal étroit et en zigzag qui nous met à l'abri. L'ennemi en a fait une à son tour et l'on tirait de part et d'autre dans les pelles, à défaut de tête, qui apparaissaient. On est maintenant si près que l'on se jette des grenades ou même simplement des pierres en attendant de sauter les uns chez les autres, ce qui se fait de temps en temps la nuit et coûte chaque fois une demi-douzaine d'existences. Il a gelé ferme. Comme si de ces mondes lointains venait un souffle de glace. Nos capotes se raidissaient en gelant. Nos pieds, je dus me déchausser en dépit de la défense formelle et me les frictionner vigoureusement avec un peu d'eau de vie et puis les envelopper dans le coin le plus sec de ma couverture. À la pointe du jour, le ravitailleur ne put nous servir le jus, il s'était gelé dans le bidon, en chemin. Les nouveaux riches, dînent chez Fayard. Les profiteurs, ils ont un bar, mais le poilu, lui, se sustente à la roulante. Il y a du bœuf le lundi, le mardi, les autres jours, y en a aussi. Et ça recommence la semaine suivante à la roulante. Souvent, il vient des députés qui demandent au poilu épaté. La bectance est-elle suffisante à la roulante? Et les poilus d'un air moqueur, ils leur répondent, la bouche en cœur. Oh monsieur, elle est épatante à la roulante. Les types s'en vont dans leurs autos et l'on imprime dans les journaux. Ils ont tous une mine épatante à la roulante. C'est bien qu'il y a du vrai dans ce bobard, mais ce qui leur donne cet air flambard, c'est pas le menu qu'on leur présente. À la roulante, non. C'est une chose, un je ne sais quoi, qu'on sent flotter autour de soi. Comme qui dirait de la gloire vivante. À la roulante. Comme qui dirait de la gloire vivante. À la roulante. Mes pauvres hommes ont dû rester sans boire. Plusieurs ont dû être évacués pour pieds gelés. Il y a 4 jours, une de mes sentinelles m'a lancé 2 coups de fusil à 20 mètres. Il faisait extrêmement sombre, elle m'a heureusement manqué. Raconte-moi un peu la nature de ton service d'hôpital. Fais-tu maintenant les pansements graves? Parle-moi un peu de cela, puisque pour l'instant c'est ta vie. Ma vie? À l'ambulance? Elle n'est guère intéressante. Nous avons en ce moment des convalescents, donc peu de pansements à faire. Le matin, on fait surtout des besognes de femmes de chambre. Lit à faire, urinaux et bassins à vider. Pardon des détails. Malade à débarbouiller, massage, bain de pied, friction, soins divers. Nous faisons tous les métiers, tour à tour, pédicure, manucure, dentiste, par occasion, tondeuse de moustaches, coiffeuse, etc., etc. Et puis, l'après-midi, à part les températures à prendre, on a le temps de causer un peu avec ces malades. On peut faire de véritables cures morales, et c'est encore plus intéressant que les soins physiques. Quand il arrive de nouveaux malades ou blessés, on commence par aller les débarbouiller de la tête aux pieds après les avoir déshabillés. Ça, ce n'est pas très drôle. Enfin, il faut bien s'y faire. Le plus terrible, ce sont les opérations auxquelles l'infirmière doit assister, et on les opère presque tous. Quant à moi, on m'emploie à tout.
Je suis commissionnaire, portefeuille, même à l'occasion, interprète en alsacien, comme cela m'est arrivé pour un petit Strasbourgeois. Caniche fidèle de l'infirmière-major, en un mot, corvéable à merci. C'est même un peu pour cela que je suis maintenant malade, car on abusait un peu de moi, c'était très commode. Le petit Alsacien dont je te parlais s'est sauvé de Strasbourg au début de la guerre, avec 12 000 Alsaciens. C'est mon préféré, il est très gentil. Écrire, c'est avoir l'espoir de faire plaisir aux autres. Et c'est certainement se faire plaisir à soi-même, puisque l'on est ainsi pendant quelques instants plus près de la personne à laquelle on s'adresse. Je vais adresser mes adieux aux miens. Cet exemple fut suivi par presque tous. C'était quelque chose de poignant de voir tous ces hommes comme des condamnés à mort, absorbés à écrire leurs suprêmes recommandations à leur mère, épouse, fils ou frère. On va, paraît-il, nous envoyer des Belges, des Anglais et des cipayes hindous à l'ambulance. Quelle Macédoine! Jamais on n'aura vu des races si différentes sur notre pauvre terre de France. Il faut que je me mette à repotasser mon anglais pour pouvoir me faire comprendre d'eux. Si tu as le bonheur d'entrer en Lorraine annexée, tu salueras de ma part ce pays que nous avons tant aimé. Et tu m'enverras une fleur cueillie là-bas. La prochaine fois que tu verras un boche et que tu descendras un boche, fais-le de ma part, à moi, qui aurait envie de le faire et qui ne le peut pas. Vive la France, vive la revanche. Ta Mi. Voici le noir mauvais temps. La nuit d'avant, la pluie et le vent ont fait rage. Bah, on se chauffera les pieds après la victoire. Ma chère petite Mimi, il n'est pas de jour que je ne pense à toi, mais certaines fois, plus particulièrement. C'est aussi en prenant le train pour partir sur le front que j'ai vu ma Mimi, si enthousiaste et si ardente, et que je lui ai écrit un mot qui n'a jamais dû te parvenir, sur le flanc du wagon qui devait nous emporter à l'ennemi. Je vis arriver, venant des lignes, 3 habitants des tranchées. Ils étaient couverts de boue, comme s'ils venaient de traverser un lac de vase. Leurs mains, leurs visages, moustaches, cils, cheveux étaient également couverts d'une boue visqueuse. Mais voilà qui est bizarre, ils m'appellent par mon nom. Alors seulement je reconnais 3 camarades. Ils étaient partis 5 jours à peine avant moi, et déjà ils étaient méconnaissables. Dans un tel état. Nous avions tous les larmes aux yeux. Il vient de nous arriver un paquet de lettres qui avait été envoyé à Rumilly au moment de l'évacuation. Parmi ces lettres, je trouve ton nom, écrit au moment de ton départ. Merci. Tu me dis dans chacune de tes lettres de ne pas me fatiguer en ce moment. Il faut que chacun fasse son devoir, qu'importe un peu la fatigue, puisque, hélas, c'est ma seule manière de faire quelque chose pour la France. C'est toutes les fois que j'ai vu l'ennemi de près que j'ai aussi pensé à toi. Que de fois me suis-je dit, Mimi prétend que je n'aime pas mon pays. J'aime mon pays autant que toi, mais je suis peut-être plus faible. Et derrière chaque mort, chaque blessé, fût-il allemand, je vois des tristesses et j'entends des pleurs. Et au début de la guerre, nos grands chefs se mirent la cervelle à l'envers pour imaginer par quel genre de supplice la prison serait remplacée pour les punis. Ils finirent par trouver cette scélératesse. L'homme puni de prison devait rester en première ligne quand sa compagnie descendait au repos. C'est curieux que là-bas on oublie la première ligne. Le brouillard du matin me voit généralement partir à cheval et je vais faire un peu de galop dans les prés. Puis je rentre pour aller à la messe et de là faire un tour de surveillance dans mes cantonnements. À notre dernier séjour, les officiers du bataillon m'avaient offert un gros bouquet en l'honneur du 12 novembre. Le lendemain, j'ai été déposer mon bouquet sur le cercueil d'un jeune officier tué la veille. Je ne le connaissais pas. C'est l'instituteur. Il est blessé au ventre. Il tire des balles explosives. Arrache les balles de ton étui. Replante-les. La pointe en bas. Ça les ferait éclater. Mes hommes viennent de trouver une nouvelle et ingénieuse utilisation des obus ennemis. Un gros explosif ayant éclaté il y a quelques minutes, pas très loin d'ici, je vois un de mes soldats accourir. Je le crois blessé, mais non. Il me tend un de ces grands éclats de fonte qui bourdonnent en fendant l'air et sont si fréquents. « Mon lieutenant, dit-il, voici pour vous chauffer. »
Et en effet, l'éclat encore brûlant m'a un peu dégourdi les doigts. Un jour, nous fûmes surpris à l'exercice par l'arrivée inopinée du colonel. Combien d'heures d'exercice font les hommes 8 heures, répondit le lieutenant Gueule de Bois, craignant de n'en pas dire assez, avec 10 minutes de pause chaque heure. 8 heures Eh bien, moi, j'en deviendrai complètement abruti. Lieutenant, moins d'exercice et davantage de repos. Et il disparut. Je t'écris ce soir, Mi. Et pourtant, je suis de fort méchante humeur, je suis ennuyée et je m'ennuie. Voici que l'on imagine de nous faire mener nos compagnies à l'exercice comme si l'on était en garnison. Les hommes n'ont-ils pas besoin de se reposer et de se nettoyer? N'avons-nous pas besoin de penser ou d'écrire? Trouve dans cette lettre un laid petit bleuet sec. Voici l'histoire de celui-ci. Mon pauvre capitaine avait une toute petite fille nommée Marguerite. Tous les matins, il cueillait une marguerite qu'il portait tout le jour et disait « C'est pour ma petite fille, cela me portera bonheur ». En partant au combat le 6, le jour où il fut blessé, il a cueilli sa marguerite. Qu'ai-je pensé? Mimi, bleuet, bleuette ont traversé mon esprit et j'ai cueilli ce bleuet qui a eu plus de chance que la marguerite. J'ai déjà voulu te l'envoyer, je le trouvais trop laid. Mais il est resté toujours dans mon porte-carte. Qu'il me porte mon souvenir de ce jour-là. Au revoir. Et en te quittant, je vais te confier quelque chose de moins sérieux, c'est que j'ai trouvé à acheter un camembert. Je ne suis pas bien gourmand, et pourtant je me réjouis d'avance. Je t'embrasse bien, ma bonne mie. « 28 novembre 1914, samedi, pendant la nuit. Mon René. En ce moment, il m'arrive bien souvent de ne plus diriger mes impressions comme je le faisais auparavant. Je l'ai subi. Ta lettre, je l'ai lue d'abord une première fois, le jour où je l'ai reçue à midi, et cela m'a fait une impression très douce. Puis je n'y ai plus touché. Et quelques jours plus tard, un soir, à la veillée, devant le feu, j'ai repris ton petit bleuet sec, et je l'ai rendu tout humide parce que j'avais pleuré. En l'embrassant, il se peut que j'ai senti ton baiser à toi. Car qui sait, peut-être l'avais-tu embrassé toi aussi avant de le glisser dans la lettre. Tu as bien fait de me l'envoyer, vois-tu? Cela m'a fait du bien. Je raconterai cela à Bleuette tout bas dans l'oreille. Ça me fait plaisir que tu ne te moques pas de ma petite poupée Bleuette, même en temps de guerre. Que je rage de n'être pas avec toi là-bas. Si j'avais été seule, vois-tu, j'aurais pris un fusil, j'aurais enfilé un pantalon rouge et j'y serais déjà. C'est bon la vengeance quand c'est le devoir. La guerre c'est terrible quand on approfondit, mais il ne faut pas approfondir et alors c'est magnifique. Si j'avais pu, seulement 5 minutes, être à côté de toi sur le champ de bataille, je t'aurais dit alors une chose très gentille. Seulement, je ne peux pas, même 5 minutes. Je prie pour toi. Je t'embrasse. Louise Mina Fischer. Quelle joie de voir la plaine. On aperçoit les hauteurs qui précèdent Metz. L'ennemi est là pourtant, et ces 40 kilomètres seront peut-être si difficiles à faire. Si je rentre indemne, je voudrais pouvoir te montrer cela. Ce sera peut-être un de ces jours mon tour. Si cela arrive, tu penseras encore quelquefois à moi, n'est-ce pas? C'est une très grande force, vois-tu, d'avoir l'âme tranquille. Je partirai avec calme et résignation, mais non sans regret. J'ai toujours été si heureux, et il y a quelques personnes qui me seraient si dures de ne jamais revoir. Tu n'es qu'un méchant, un vilain, je ne devrais même pas te répondre pour ce que tu as écrit à la fin de ta lettre, c'est très bête, monsieur. Alors comme ça, tu me traites comme si j'étais pour toi une vague relation, tu ne m'oublieras pas, tu penseras encore à moi de temps en temps, mais comme si tu ne le savais pas que je penserai encore à toi de temps en temps, et puis cela me fait du chagrin quand tu parles de choses comme cela, tu es idiot, tiens. Non, au fond, tu as bien fait tout de même, ta lettre était si gentille, seulement ne pense pas à des choses tristes qui n'arriveront pas. Pense plutôt au jour où nous irons à Metz, sans frontières. Tu me montreras les bois, les tranchées,
où tu as si longtemps vécu à côté de la mort. Et moi, je te parlerai un peu de ce que j'ai pensé pendant ce temps. Et tout. Tu me dis dans ta lettre, s'il faut partir, je partirai avec calme et résignation, mais non sans regret. J'ai toujours été si heureux. Cela me causerait une telle joie si c'était vrai. Roddy, écris-moi que c'est vrai, vrai. Je t'annonce une victoire, à moi, pas du général Joffre. Je suis arrivée à faire couper la barbe à Marcel. Tous ici t'envoient amitié. Je t'embrasse, Mimi. Je tiens à t'écrire ce soir, Mi, parce qu'enfin, demain à l'aube, on va sauter sur les tranchées ennemies, et alors on ne sait jamais. J'ai toujours été si heureux que ce n'est pas sans regret que je disparaîtrai d'ici. Je t'embrasse bien. Es war einmal ein treu Husar, der liebt ein Mädchen, ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Die Liebe da keine Ende mehr. Ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Die Liebe nahm keine Ende mehr. 15 décembre 1914. Mon René, Es war je suis inquiète. ein Que fais-tu? Aucune nouvelle de toi et ces opérations toutes récentes dans les Hauts-de-Meuse et en Vaux-Havre. ein Pourvu qu'il ne te soit rien arrivé de fâcheux. treu Et Husar, écris-moi vite, rien qu'un mot sur une carte, un tout petit mot, dis, veux-tu? der liebt J'ai besoin de t'écrire, donne-moi vite de tes nouvelles. ein Mädchen. Tous mes amis, tous mes camarades, un à un, s'en vont et moi je reste, inutile, comme un paquet de linge sale, encombrant et gênant. Ein ganz L'ambulance. Ah bien oui, l'ambulance, qu'est-ce qu'on y fait en comparaison de ce que je voudrais faire? Je l'aime tant, mon pays, si tu savais. ein Mes petits ganzes camarades, je les lui donne. Jahr Mes amis, je les lui donne. Ceux de ma famille, je les lui donne aussi. und noch Toi, mon cher, cher René, viel je te donne. mehr. Je tâcherai de ne pas pleurer, car je vois bien que les larmes sont en ce moment une faiblesse. Die Liebe On a tant de fierté dans le cœur qu'on ne doit pleurer que d'orgueil. keine Ende. Grand Biba, je l'aime ma France, aussi fort avant la guerre que pendant la guerre, tandis que d'autres ne l'aiment vraiment bien que depuis la guerre. Ganzes Toi, tu comprends. Jahr Maintenant, je vais être sage, car je vois bien que c'est le meilleur moyen de guérir vite et de faire quelque chose d'utile. noch viel Ne te mehr. fatigue pas trop, dis. Die Comment vas-tu? Liebe nach keine Ende mehr. À l'entrée d'un boyau se trouvait, appuyé contre le talus, semblant dormir, un jeune Allemand. La mort l'avait effleuré de son aile, respectant le sourire qui flottait encore sur cette figure juvénile. Il n'y a donc que des morts. Enfin, je trouvais des vivants. Ave, les yeux hagards, accroupis les uns contre les autres, ne surveillant même pas. L'air est irrespirable. J'entends des sifflements, des craquements. Hélas, j'entends aussi des hurlements de douleur. Dans la tranchée, tout s'enflamme. Pour comble, un paquet de fusées éclairantes prend feu, se renverse et c'est surtout ça qui fait le plus de bruit. Mes deux bras protégeant ma figure, je m'enfuis de cet enfer. Sentant ma raison chavirer, je rejoignis mon escouade. Paraît que j'avais les yeux égarés et que je prononçais des paroles incohérentes. Mais cet état ne dura pas. Et je me ressaisis vite. Heureux Noël, bonne santé et la victoire surtout!
heureux Noël, bonne santé et la victoire surtout. Vive l'Alsace et la Lorraine! Vive la France, toujours! Aujourd'hui c'est Noël, un beau jour de Noël avec une bonne petite gelée souvent. Le 23 décembre, on nous amena dans des anciennes tranchées allemandes où il y avait des abris pour 2 ou 3 hommes. Il y avait même une litière de paille. Nous allions enfin pouvoir nous étendre, nous déchausser. Tâche de dégringoler beaucoup de boches en l'honneur de 1915 et surtout de ne pas te faire dégringoler toi-même. Salut! Je n'aime pas cela. Les camarades sont trop gais. Je pense que parmi les rieurs, il en est qui mourront demain. Cette trop exubérante gaieté, ce bruit, cette animation m'entraîne difficilement et me laisse toujours après coup comme une tristesse, un regret. Si je suis restée assez longtemps sans te répondre, c'est que je viens de passer une très pénible période de tranchée. Mes hommes sont restés là 3 jours, à recevoir la pluie sans arrêt, avec de la boue qui arrivait parfois jusqu'à mi-jambe. De plus, j'ai eu 2 tués et 7 blessés par obus. Ce n'est pas beaucoup, mais cela a été terrible. D'un de nos morts, je n'ai retrouvé que le foie, la trachée, un morceau de manche, une joue et un peu d'intestin grêle. Mais je m'attarde. « 21 janvier 1915. Excuse les pâtés. Tu as toujours été heureux. J'ai eu, moi aussi, une vie telle que je pouvais la souhaiter. Au point de vue famille et affection, je suis une privilégiée. Je les aime tant. Et j'ai une sorte de cousin. Si je n'en ai pas encore parlé, c'est qu'il est à part. Naturellement, puisqu'il est sur le front. Le vrai bonheur, c'est de ne rechercher que les joies simples et vraies et d'avoir ainsi une vie douce et sans trouble. Sois tranquille, va. Tu reviendras sain et sauf, j'en suis presque sûre. Le devant de casque Bosch, le trophée envoyé par toi est en belle évidence sur la cheminée. Je suis folle de joie d'avoir un trophée à moi toute seule. Hier, papa m'a envoyé une photo toute récente de ma maman. Cela me rend aussi un peu triste, c'est long, j'aime tant être entourée, tout froid, que je puisse paraître. Mais veux-tu me laisser te dire, Mi, que tes lettres pour moi c'est du bonheur, de te sentir si gentille et si affectueuse, j'oublie le froid et la boue des tranchées, les soucis du service et tout ce que l'existence a de pénible. C'est chaque fois un rayon de soleil dans la dure monotonie de cette campagne d'hiver. J'ai la satisfaction, je crois, d'être aimée de la majorité de mes hommes. Tu vois que j'ai le droit de dire je suis heureux. Sois tranquille, ce n'est pas que je sois triste, je suis préparée à tout. Mais vois-tu, ce serait si bon de revenir sans être infirme. Je serais si heureux. Je te remercie de m'avoir écrit. Une phrase m'a un peu intriguée, mais... En avant! Nous pensions escalader la tranchée tous à la fois et partir en tirailleur au coude à coude, et ben non. On avait trouvé mieux. De la tranchée se détachait un petit boyau. C'était par là, à la file indienne, que nous allions sortir. L'ordre d'attaque portait qu'il fallait attaquer coûte que coûte, sans tenir compte des pertes. Les chemins qui vont à la mer ont gardé de notre passage les fleurs effeuillées et l'écho sous leurs arbres de nos de rires clairs. Hélas, et jours de bonheur, radieuse joies envolées, je vais sans retrouver trace dans mon cœur. Chemin de mon amour, je vous
cherche toujours. Chemin perdu, vous n'êtes plus, et vos échos sont sourds. Chemin du désespoir, chemin du souvenir, chemin du premier jour, divin chemin d'amour. Mademoiselle, lettre du lieutenant de la Yann. Je connaissais très bien le lieutenant Tronquoy et lui portais une grande affection. Le 20 février 1915 au matin, nous sommes partis à 8 heures, chargeant à la baïonnette. Le lieutenant s'est porté à la gauche de la compagnie, je me trouvais à la droite. Je ne voyais pas M. Tronquoy à ce moment. J'ai été informé vers 9h30 qu'il était blessé à la cuisse. J'ai donc pris le commandement de la compagnie, croyant seulement votre cousin blessé. Ce n'est que quelques jours après que le doute a commencé à naître. Ayant dû reculer, nous n'avons pu identifier les cadavres trop nombreux, hélas, de nos camarades. Nous n'avons repris ce terrain que lors de l'attaque d'avril. J'ai fait l'impossible à ce moment pour retrouver les corps de nos chers disparus. Ils étaient méconnaissables. En revenant de Melun, j'étais à côté de lui. Il me semblait qu'il serait doux d'être protégé par lui. À Rumilly cet été, René m'a embrassée dans le petit passage qui mène à la remise. Le jour où la famille de Vervin doit venir déjeuner, je me précipite en bas et je vois René en soldat. Ce jour-là aussi, je l'ai aimé du grand amour. Je voudrais qu'il soit toujours habillé en officier. Matin, maman me demande si j'aime vraiment René. Je lui avoue que oui. Je me sens toute frissonnante. Je suis sortie et j'ai été jusque dans mon cher petit bosquet et je lui ai dit que tu m'aimais, mon René. Papa et maman m'appellent. On va promener. Je marche en avant. Papa et maman un peu derrière. La nuit vient et donne des teintes étranges aux choses. Il me semble que René est à côté de moi.